Je suis, paraît-il, une femme. Mais en fait, je suis une terrienne qui pleure sur le constat de sa terre. Je suis une messagère incarnée de passage. Je suis polyartiste. Je sculpte. Je modèle la terre, l'argile, la faïence. J'interprète 1001 femmes. Je suis une exhibitionniste qui rêve de pudeur. Bonjour Florence Thomassin. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes comédienne, vous êtes sculptrice, vous êtes une artiste aux multiples facettes. Et nous allons toutes les découvrir dans cette émission. Mais avant, je vous propose qu'on se perde un petit peu dans cette halle Saint-Pierre et qu'on découvre la dernière exposition consacrée au dessin. Avec plaisir, je suis très excitée. C'est vous qui avez choisi? Oui. Vous aimez cet endroit? Je l'adore. Allez, on y va. C'est ma liberté. Hey, le dessin, l'exclamation donne le ton de l'exposition convoquée, la surprise, l'attraction, le rejet, l'émotion, faire vibrer avec des œuvres radicales. Art brut, art carcéral, graffiti, l'art à la marge, au-delà des normes, est à l'honneur une fois encore à la Halle Saint-Pierre. Et il faut bien plus d'une visite pour découvrir tous ces dessins et leurs auteurs aux histoires étonnantes. Comment on crée une unité avec une telle diversité d'artistes et d'œuvres? Je cherche toujours à comprendre et à me relier avec l'énergie pulsionnelle qui fait surgir l'œuvre. Donc l'art brut, l'art outsider et l'art singulier, c'est quelque chose qui n'existe pas pour être présenté au monde. On ne se présente pas au monde quand on crée ce type de choses. On ne fait que faire parce qu'il est impossible de faire autrement. Ces œuvres-ci sortent toutes du couloir de la mort des prisons japonaises. Ces œuvres n'avaient jamais quitté le Japon. Comment vous avez fait pour vous les procurer? J'ai entendu parler d'une fondation de militants qui œuvrent pour l'abolition de la peine de mort au Japon. Les conditions carcérales du couloir de la mort sont proches de la torture. Il faut savoir que vous n'apprenez le jour de votre exécution que 10 minutes avant et qu'on vous l'annonce le matin en vous levant. Et donc cette fondation ouvre une fenêtre sur l'extérieur pour permettre à ces individus de communiquer, parce que là, c'est vraiment le dessin qui est interrogé en tant que geste réhabilitant. Comment est-ce qu'on survit, en fait, à ça? Ce que je trouve assez troublant, c'est que la pulsion de créer, la pulsion créatrice reste intacte. C'est assez troublant. Qui me bouleverse. Ça nourrit ma croyance et ma force de vie. C'est que la création, quelle qu'elle soit, nous sauve du pire. C'est nos fenêtres sur l'extérieur. L'horreur peut être autour de nous. Si on crée, même avec un petit bout de ficelle, le moment de la création, on est centré, on part, rien ne peut nous atteindre. On va découvrir une américaine, je crois. Oui, une artiste américaine qui s'appelle Laurie Lipton. Elle vit en ermite, elle ne fait que dessiner. Ça vous parle? Ça me parle surtout que ce n'est que du crayon, un papier HB, c'est dingue. gras, sec.
C'est époustouflant. Dans sa démarche, on a un peu le sentiment qu'il y a une volonté de dénoncer l'absurdité du XXIe siècle. Elle est très désespérée. Et elle est entre une individu extrêmement en colère et atterrée devant la réalité de la société contemporaine. Donc je pense qu'elle s'isole pour dessiner, aussi pour ne pas être envahie par la douleur, par les douleurs de la vie en fait. Alors Florence, on est dans cette galerie où vous exposez vos sculptures. La sculpture, c'est une passion qui ne date pas d'hier. Vous avez débuté au début des années 90 et c'est vrai que quand on entre ici, on est immédiatement happé par l'expression de ces visages tourmentés. On a le sentiment que vos personnages sont intranquilles. Le titre de l'expo, c'est « Quand les gouttes de la nuit arrosent l'envol du jour ». Donc j'ai voulu parler de la nuit et du jour. On sent chez vous un certain nombre d'influences. Alors, je vais me lancer, hein. Oui. Peut-être que vous ne vous reconnaîtrez pas. Moi, je dirais Klimt, je dirais Schiele, je dirais le Berlin un peu des années 20. Le côté cabaret aussi, je me trompe? Vous êtes dans le mille. D'accord. Je vais vous appeler Guillaume Tell. Non, mais oui, j'avoue, vous avez raison. Quand j'avais 16 ans, Klimt, ça a été la grosse découverte. Plus tard, Egon Schiele. Et oui, il m'a permis de dire « Ah, j'ai le droit. J'ai le droit au non académique. J'ai le droit à la distorsion. J'ai le droit de montrer notre côté noir caché par la lumière. » J'ai lu une interview de vous dans laquelle vous dites la chose suivante. Quand je sculpte, je n'ai plus rien d'un animal sauvage. Je suis raisonnable, calme. C'est moi la patronne. A contrario, ça veut dire quoi? Quand vous ne sculptez pas dans la vraie vie, vous êtes totalement déraisonnable, sans limite? C'est pas à moi de le dire. Peut-être c'est les autres. Oui, je suis peut-être plus un fauve qu'un chihuahua, mais fauve dans le côté où je ne supporte aucune contrainte, très gros problème à l'autorité, et pourtant je suis totalement docile en tant qu'actrice, mais parce que là je dois pas parler de moi, ouais. Je dois aller vers un personnage. Et selon le capitaine du bateau, réalisateur ou metteur en scène, je me plie à son désir. Ce qui m'a frappé aussi en entrant ici, c'est que toutes ces statues, toutes ces créatures nous racontent une histoire. Alors, je vais vous demander un truc très difficile. Vous en choisissez une et vous me racontez son histoire. Je vais parler du monde de la nuit. Ouais. Pendant plusieurs mois, j'ai voulu parler de la peur. Enfin, ça s'est imposé à moi, puisque nous vivons quand même même depuis l'enfance, on flirte avec la peur. Donc c'est un concept, il y a un dortoir de 15 pensionnaires. Elles sont très en alerte, très inquiètes du monde dans lequel elles vivent. Et j'en ai choisi une. Donc c'est un jeu de manipulation pour adultes, parce que c'est de la faïence. Et la beauté est si fragile. Donc voilà, là il y a toujours un petit message, là il y a écrit « Maman, j'ai peur ». Et elle a peur de quoi? Elle est inquiète de quoi? Elle est en non-confiance de quoi? Sur chaque oreiller, il y a un cauchemar tatoué par la sueur de la nuit. Et là, ça s'est imposé à moi aussi, et ben, la non-confiance des hommes de pouvoir. Je dis hommes, mais ouais. En fait, ceux qui ont le pouvoir sont très dangereux. On va se pencher sur votre autre vie, la comédie. Donc, au tout début, vous avez été danseuse de cabaret à l'Alcazar. Votre corps a parlé avant votre voix. J'ai été engagée à l'Alcazar de Paris, le music-hall, la nuit. Et c'est vrai que là-bas, c'est le corps qui est roi. Sinon, c'est du playback. Ouais. Et donc, pour moi, c'était très confortable. Le théâtre est venu bien plus tard. Vous avez une voix troublante, vous avez une présence qui est magnétique, assez instinctive.
Vous vous êtes exprimée dans beaucoup de registres, mais c'est vrai qu'on vous a souvent confié des rôles de femmes sensuelles, brûlantes, fragiles. Quels sont les rôles qui vous ont le plus marqué? Franchement, un rôle plus... Oui, Elisa. Oui. Elisa, ça a marqué le label Femme Émotion, Femme Fragile, catégorie sociale. Vous incarnez la mère jeune de Vanessa Paradis. Oui. Pour ta musique, pour que tu puisses faire ton piano. Non, Fatima, Jacques. Qu'est-ce que Je suis curieuse de savoir quel souvenir vous gardez de l'aventure Le Cœur des Hommes. Vous êtes présente dans les 3 volets. Bien sûr. Voilà. Bah, Le Cœur des Hommes, ça c'est un très beau cadeau de Marc Esposito, où en effet j'avais le label, peut-être dans le milieu, être sûre que si c'était un rôle d'émotion, de fragilité, de colère d'écorchée vive, on savait qu'on pouvait le confier à Thomasin et qu'elle allait rendre une jolie, sensible copie. Et grâce au Cœur des Hommes, on a vu que je pouvais être aussi totalement lunaire, généreuse, amoureuse, poétique. Et ça a fait... C'est une grosse carte de visite, Le Cœur des Hommes, Juliette. C'est très joli chez vous. Ça sent le bonheur. J'aime beaucoup votre nouveau copain. Il me vous voit, j'ai l'impression d'être une dame, j'adore. Je continue, il est tard là. Ta copine, elle va dormir ici. Non, je te l'ai dit. Chez vous, il y a quelque chose assez similaire à ces visages, une sorte de dualité, mi-ange, mi-démon. Du coup, on vous a aussi souvent confié des rôles de femmes hystériques. Dans Vernon Subutex, par exemple, vous êtes complètement givrée. Vous aimez incarner ces femmes sur un fil au bord de la folie? Oui, parce que je ne suis pas quelqu'un de politiquement correct et j'en paye le prix. Mais donc Sylvie Langlois, oui, ça aussi, ça a été un fort personnage, mais je l'ai humanisé, j'espère quand même. Au théâtre, vous vous faites rare, mais vous avez été très remarquée dans Tramway. Le Tramway, voilà. Warlikowski, Ouais, avec Isabelle Huppert. Exactement. Isabelle jouait Blanche Dubois, je faisais Stella. Nous sommes les 2 seules Françaises, Isabelle et moi, d'avoir été adoptées par Warlikowski. Cette intelligence pure polonaise. C'est vrai qu'il m'a peut-être pas rendu service parce que du coup j'ai flirté avec très très haut. Ouais. Et ça a été 3 ans. Ça a été extraordinaire, ça m'a emmené très très loin. Et l'Odéon, en ayant commencé à l'Alcazar de Paris, qui était à Saint-Germain-des-Prés, stripteaseuse, je me suis dit, oh ça y est, 25 ans après, je suis au théâtre. Dans son Paris des Arts, Florence nous présente son amie Chloé Mons. La veuve d'Alain Bachung est chanteuse et comédienne. Elle vient de sortir un album entièrement consacré aux musiques de James Bond. Une réécriture audacieuse et envoûtante qu'elle va nous faire partager avant l'un de ses premiers concerts. Chloé, nous sommes chez We Are, un club privé où vous allez donner un concert. Ça va être l'occasion pour nous de découvrir votre nouvel album, 10e album, un album de reprise des grands thèmes de James Bond. Racontez-nous comment a germé l'idée. Ça vient de très longtemps, parce que James Bond est un héros évidemment populaire, mais familial aussi. Et pendant le confinement, ça a été le moment de le faire, parce que précisément, ça parlait de tout ce qu'on ne pouvait plus faire. Donc voyager, aller dans les bars d'hôtel, draguer, fumer, boire un cocktail. Enfin, embrasser sur la bouche. Oui, la vie. Voilà, la vie, d'un seul coup, ça nous était interdit. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que ça me fait voyager. Et j'ai fait donc, ces reprises un peu comme si j'étais une seule dans un bar à Seattle, dans un monde où tout ça n'est plus qu'un souvenir, voilà. Les chansons sont douces, sensuelles, résolument jazzy.
Pourquoi ce parti pris, Jazzy? Parce que vraiment, je me suis fait ce film-là. Je suis dans un monde d'Hécatie. Je trouve un vieux bar avec un vieux piano. Et puis, je chante ce monde englouti. Donc, avec pas grand-chose. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez voulu nous présenter? Parce que vous n'avez pas réfléchi. Quand on vous a dit le principe de l'émission, c'est une rencontre, vous avez pensé à Chloé immédiatement. Immédiatement. Pourquoi Chloé? Parce que c'est comme une sœur céleste. J'admire beaucoup Chloé, j'admire beaucoup. Pour moi, c'est un exemple. C'est une Sagittaire, donc elle a les sabots, elle a la crinière. Donc à l'île de Pâques, ça s'appelle le mana, la force, dans sa broussaille. Et Chloé m'aide, je suis beaucoup moins incarnée peut-être que Chloé. Je me noie dans un dé à coudre. Et donc Chloé, elle représente pour moi l'incarnation, la confiance en soi. J'aime sa beauté, c'est une vénusienne des années 2000. J'aime sa liberté, ça là-dessus, peut-être on a ça en commun. J'aime sa fille. J'aime Chloé. Merci Florence, merci Chloé. Merci. Ainsi s'achève cette émission que vous pouvez bien sûr revisionner très vite sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors on vous y attend nombreux. À très vite. No